Bonjour Richard et merci de nous accueillir à ton atelier de la flotte en Ré. Nous sommes ici dans un lieu où tu crées en particulier tous les étés. Oui. Est-ce que c'est venu naturellement, toi qui es né à New York si je m'abuse, comment et pourquoi as-tu l'idée de t'installer ici à la flotte en Ré? Écoute, moi j'ai besoin du contact de l'océan. J'ai besoin de l'entendre. Là, non seulement je l'entends, mais je le sens. Parce qu'à marée basse et tout l'été, tu vois, on sent la vie de l'estran. Et moi j'adore, j'ai toujours trouvé que les hommes qui fréquentaient une équation plus grande qu'eux, par exemple les montagnards ou les marins, étaient moins sots que les citadins, qui macèrent dans leur même jus et qui perdent le sens d'une équation plus vaste que nous, que tu vois, l'océan, les plages de l'océan, il y a 40 000 ans, elles étaient comme ça n'a pas bougé. Il y a un souffle du temps qui est merveilleux. Au fait, tu abordes là d'emblée une de tes caractéristiques, c'est-à-dire que tu t'enracines quelque part, mais au fait, tu vois large, tu vois grand, et il te faut le monde entier pour toi. Non, mais tu vois, je suis méditerranéen, moi, de naissance, puisque une partie de ma famille était de Lérida, ma famille de maman. Et du coup, la culture méditerranéenne a beaucoup de sens dans ma vie d'enfant, la manière de cuisiner, etc. Quand ma mère a rencontré mon père, qui est un Charentais, Texier, c'est un nom charentais, j'ai découvert le monde atlantique. Et le monde atlantique, c'est pas le monde de la civilisation que peut intégrer la Méditerranée, c'est le monde de l'espace ouvert, des expéditions, d'une idée simple que sur l'autre rive là-bas, il y a des gens verts, jaunes ou bleus qui pensent différemment, qui ont des solutions différentes, de manière de bâtir, de se nourrir, de cultiver la terre. Et ces gens-là m'intéressent. Et je trouve que j'ai profit à rencontrer ces gens-là. Et je ne serais pas démagogique, ils ont profit à me rencontrer aussi. C'est d'ailleurs ce qui compte, c'est les échanges. Oui, tout seul, on est mort. Ce Oui. qu'il faut, c'est de rencontrer C'est l'autre dans ouvrir, son altérité. bien sûr. Parfois, ils nous cajolent parce qu'ils sont d'accord avec nous. Le plus souvent, lorsque on n'est pas en accord, mais qu'on parlemente, Ouais. on donne de l'aliment à notre pensée et à notre action. Mais tu sais, Michel Serres, il m'avait dit un jour, j'aime beaucoup Michel Serres, il m'avait dit entre deux formes emmanchées, deux formes plates emmanchées. Il y a deux grandes réactions de l'humanité. Une partie de l'humanité considère ça comme une bêche, comme un outil pour travailler la terre, une autre partie comme une rame. Et moi, j'appartiens à un peuple, et vous aussi, vous appartenez au peuple du littoral, qui est un peuple qui hésite. Tu vois, sur l'île de Ré, ils étaient paysans l'hiver, ils étaient marins l'été. Et au fond, ce peuple qui hésite, moi, me plaît beaucoup. Et l'idée de la main ouverte, tu vois, c'était cette métaphore tantrique, là où, quand la main est fermée, il n'y a rien qui sort. Donc on peut préserver son monde. Mais l'idée d'avancer avec la main ouverte, c'est un pari raisonnable. C'est-à-dire que tout peut rentrer, tu comprends? Et moi, j'ai fait des ateliers nomades à travers le monde qui m'ont beaucoup enrichi, lavé de mes obsessions, aidé, ouvert. Pour moi, c'est une stratégie de renouvellement, l'atelier nomade extraordinaire. Et justement, on t'a connu, je me souviens, puisque nous avons le même âge, de ton arrivée dans le monde de l'art, qui a été un grand honneur. Et à cela a participé beaucoup tes ateliers nomades, ou parce que tu nous as fait rêver. Tu es allé à Moscou au moment où on ne parlait pas encore trop de ce monde-là. Tu es allé, bien sûr, ici localement. Tu as vécu un mois au phare du Cordouan. Ce n'est pas rien. Et en particulier, les Charentais me parlent toujours, à Royan, au centre d'art plastique, on me parle toujours de ce séjour là-bas. Je suis resté et de 8 semaines, Fausto, parce que j'arrivais pas à partir. J'étais complètement pris par l'aiguille, aimanté à l'aiguille du phare. Et c'était émotion atlantique. J'ai jamais eu un atelier en pleine mer comme ça. Et ça a créé une sorte de mise en rotation autour de l'aiguille. C'est un monde horizontal, Cordouan.
c'est l'estran, c'est la mer, c'est un monde horizontal. Et d'un coup, il y a un monument extraordinaire, surréaliste, presque à Magritte, en pleine mer. Et j'étais là, au milieu de l'abscisse et de l'ordonnée, et je travaillais. Et je pouvais plus me passer de ça. Je pouvais plus partir. J'arrivais plus à partir. Et les amis ont organisé une grande fête. Ils sont venus me chercher pour que. Voilà. Je me souviens de l'exposition qui a parachevé ton séjour là-bas à Saint-Palais, Oui. à la vieille église romane. Et j'ai trouvé ça magique que tu aies pu travailler en pleine mer. Et en plus, il y a des amis qui t'ont écrit au phare du Cordouan. Ça, c'est chic. C'est chic. J'ai vu des lettres qu'ils t'ont envoyées. Oui, oui. Et il y a même des amis qui sont restés parce qu'il y avait un truc que je leur avais dit, on n'a pas le droit de dormir à Cordouan. Seulement quand tu loupes le bac du retour, ils sont obligés de te garder. Ils vont où tu qu'ils te mettent. Et alors il y a plein d'amis, je leur avais passé le petit truc, quoi, et qui se cachaient au moment du départ du bac. Et puis, quand ils réapparaissaient face au gardien, ils disaient « Ah ben mince, alors on a loupé le bac ». Alors du coup, on passait la nuit et on a passé des moments extraordinaires. C'est un lieu extraordinaire, clairement. Entouré par la mer, marée haute, donc à ce moment-là, je suppose. Oui, c'est tout à fait fascinant. D'abord, le phare est somptueux, un monument historique, hein, et puis peindre là-dedans. Toi qui es sensible aux forces de la nature, tu parles souvent du vent, tu parles du soleil, tu parles. Au fait, tu es une espèce de réceptacle panthéiste et tu reçois l'énergie qui vient de partout. Mais pourquoi moi, tous? Tous, mais Moi, tu en simplement, parles particulièrement. Tu y es sensible, si je suis et de sensible, façon ouais. consciente. Oui, parce que la nature, c'est le cosmos aussi. Le cosmos, c'est la nature. C'est pas seulement les fleurs et les plantes et les bestioles. La nature, c'est aussi la vie des cellules, c'est à la fois quantique et la relativité générale. C'est-à-dire que tout ça, c'est la nature. Le dispositif naturel, moi, m'enchante et enchante mon travail surtout. Tu vois, ça me fait une matière extraordinaire qui dépasse la folie des hommes et la folie de nos sociétés qui sont régulièrement déséquilibrées par toutes sortes de mouvements. Le cosmos est stable. Tu vois, contrairement à ce qu'on croit. Et moi, j'ai même fait une série de tableaux que j'ai appelé Chaosmos, qui est le concept de Deleuze et Guattari, qui est un mot valise. Chaosmos, cosmos, chaosmos, les deux réunis. Et c'est un principe évidemment cosmique, volcanique, où la nature parfois entre dans le chaos, mais se stabilise toujours dans un cosmos. Nous parlions du cosmos et ces énergies qui nous régénèrent Oui. et qui nous rendent plus forts et plus ouverts aux choses. Je pense à ton goût pour la mer, puisque nous sommes à l'île de Ré. On dirait que la mer même si toi tu as un travail abstraitisant, il y a quand même à l'arrière-plan une thématique. Hein, et est-ce que ce serait la mer qui serait le fil conducteur? Non, alors moi je suis pas du tout marin. Je te dis, j'appartiens au monde du littoral. Je appartiens au peuple très grand. Je crois que 65% des humains habitent sur les côtes. J'appartiens au peuple du littoral. Mais j'ai pas envie de prendre la mer. Je l'ai fait de temps en temps, mais la navigation m'apporte pas tellement. C'est la navigation mentale qui m'apporte et la présence de l'océan, de cette force infiniment plus puissante que nous. Mais je pense moi j'ai un ami montagnard qui me parle de la même chose avec la montagne. Montagne, moi je suis pas sensible à la montagne parce que je pense comme Raymond Queneau que ce qui est embêtant avec la montagne, c'est que ça cache le paysage. Et ça, c'est vraiment une réflexion de mec de littoral, tu vois. Alors, néanmoins, la mer est présente dans ces objets, des sextants, des choses qui viennent probablement de la Renaissance. C'est la navigation. La navigation. Les outils voilà, de navigation, les hommes se sont dotés d'outils oui, de navigation depuis le début. Et ça m'impressionne, me sollicite l'imaginaire, l'inspiration, parce que on fait tout ça dans notre vie. Hein. On se dote d'outils de pilotage. On a besoin pour naviguer, ne serait-ce que parmi les autres, mais aussi dans des métiers, on a besoin de connaître des clés, d'avoir des outils de navigation, des boussoles intérieures.
Si on les a pas, donc c'est une grande affaire pour nous tous. Oui. Hein. Et ce sont des beaux objets qui ont une poésie, qui sont faits dans des matériaux en cuivre, voilà. Et donc, moi aussi, je viens d'un peuple de marins, du peuple de Vasco de Gama, qui a découvert le chemin maritime vers l'Inde, mais aussi de Christophe Colomb, qui est passé par chez nous avant de découvrir l'Amérique centrale. Et donc, à un moment donné, tu incluais dans tes œuvres des thématiques comme ça marines, des personnages mythologiques, Oui, mais aussi des sculptures sur oui. cette thématique-là. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Je m'intéressais beaucoup à l'histoire de l'astronomie. L'histoire de l'astronomie est très liée à l'histoire de la navigation. Et parce qu'on a cherché les axes des méridiens, on a cherché des manières et à inventer des outils aussi pour naviguer. Mais donc tout ça, le monde ouvert, je ne sais pas comment le dire autrement, tu vois, l'espace du monde ouvert. Je supporte pas l'idée, par exemple, de rester dans un atelier tout le temps. On parlait avec Pierre Soulages, qui me faisait l'honneur de venir dans mon atelier, puis on a eu des échanges assez nombreux avec lui. Et Pierre, alors il ne comprenait pas, c'était l'une des énigmes me concernant. Il ne comprenait pas, pour lui l'atelier est un sanctuaire, il ne comprenait pas que j'aille travailler au bout du monde, que je m'installe dans un phare, dans une cabane, dans une usine désaffectée, et que je bricole avec ce qu'il y avait autour pour faire des œuvres. Lui, il me disait, je ne sais pas comment tu fais, pour moi c'est impossible. Vous n'êtes pas de la même génération. Il est mort à 100 ans ou quelque chose comme ça. Et par chance, nous sommes un peu plus jeunes. Et tu fais partie de la génération des artistes plutôt nomades. Hein, des artistes qui sont allés en Inde pour une bonne part, qui sont vers la mystique, mais d'autres qui sont allés vers la grande civilisation des années 80, c'était les États-Unis. Et toi, ton premier atelier en quelque chose de nomade, ça a été New York. J'en ai fait plusieurs à New York, mais c'est New York. Voilà. New York, dans les années... la première fois, c'était en 79, je crois. Mais dans ces années-là, New York était le centre du monde artistique. On ne le savait pas. Enfin, moi, je ne m'en suis jamais rendu compte. Mais je vivais à Soho, et tous les artistes qui ont marqué, tu vois, Kessaring, Basquiat, Schnabel, Dungeon, enfin, tu vois, tous les grands artistes étaient là, à une portée de fusil. On vivait tous là ensemble. Et donc, tu fais partie de cette génération-là, hein, et toi, tu as particulièrement la bougeotte, hein, donc évidemment, il y a toujours des nouveaux rivages que tu souhaites explorer. Et je me souviens des photos de toi à la Villa Noailles hier. Bon, tout cela a nourri à la fois notre imaginaire, un artiste qui fait des œuvres, certes, mais dans un certain contexte. Et ça a permis probablement de faire une narration sur ton travail et sur ta vie qui a servi probablement ton œuvre. Oui, mais tu sais, la vérité, il faut qu'on en prenne conscience les uns et les autres. Un artiste n'est pas différent du groupe. Il devance peut-être parfois un peu le groupe. Mais la vérité, c'est on va tous devenir des citoyens du monde. Les problèmes qui se posent à nous sont des problèmes mondiaux. La gestion des fluides, la pollution, tout ça. Il va falloir on va devenir, l'hybridation est en train de se faire parmi tous les peuples. On va devenir des citoyens du monde. Alors, je ne te dis pas que ça va être demain matin, mais peut-être dans un siècle ou deux ou trois, il y aura une seule race, la race humaine. D'ailleurs, il n'y en a pas d'autre. J'ai vu un généticien l'autre jour qui m'expliquait qu'on lui donne un tube avec du sang d'un Asiatique et du sang d'un Européen, il ne sait pas dire, il n'y a pas de race. La seule race, c'est la race humaine. Voilà. Tu viens de nous dire qu'au fait, il n'y a aucune raison de faire la guerre, et qu'on aura un avenir radieux et que nous allons être en paix. Il y a une guerre à mener, il n'y en a qu'une seule à mener. C'est la guerre personnelle contre nos propres démons. Chacun d'entre nous en a des démons. Il faut qu'on se batte avec eux, il faut qu'on les annule, il faut qu'on garde à l'idée que l'autre est une chance, quel qu'il soit, c'est une chance. Il faut aller vers lui, il faut négocier, parler, en faire un ami, en faire... La guerre, mais on en est encore là, tu vois. Moi, ça me paraît effarant. Alors, le contraire, faites pas la guerre, faites des tableaux, me semble un meilleur slogan. Hein. Pour parler de tes tableaux,
ton livre qui tu as écrit sur les couleurs, c'est-à-dire Codex. Codex, parle essentiellement de tes couleurs. Oui. Les couleurs qui sont celles de la terre, ce sont... Pas seulement, mais j'ai en effet une gamme de couleurs à laquelle je reviens tout le temps, qui est mon vocabulaire premier. Quand je m'en suis aperçu, ça m'a étonné. J'ai essayé de savoir comment ça se faisait, parce qu'on croit toujours qu'on a des préférences. Oui. On préfère les asperges aux pommes. En réalité, tout ça sont des mythes construits, qui sont en général liés à notre enfance. Il s'est trouvé qu'un événement traumatique nous a fait détester les asperges ou les artichauts, mais en vérité, d'autres que nous les adorent. Oui. C'est-à-dire, tout ça sont des mythes fondateurs, on a tous les nôtres, et moi j'en ai, j'ai essayé de les retrouver, je ne les ai pas tous retrouvés, mais dans le livre dont tu parles. Oui, mais parmi les mythes fondateurs qui m'a beaucoup plu, tu parles de ta grand-mère espagnole qui faisait des paellas, évidemment relevées avec du safran, avec des épices. Et cela est déjà une ouverture au monde, puisque les épices venaient autrefois, si nous sommes allés en Inde, c'était pour chercher des épices, exactement. Hein. Et donc, c'est déjà une ouverture au monde. Cette histoire de ta grand-mère et ces couleurs de la paella. C'est pour les jaunes safran, c'est pour la lumière des ocres. Elle m'a... Tu sais, les enfants, c'est l'imaginaire est vierge. Donc, d'un coup, c'était des moments de bonheur. Ma grand-mère m'adorait, c'était bien réciproque. Et du coup, ça a étalonné mon jaune. Là, je l'ai retrouvé, c'était facile à retrouver. Il y en a que j'ai moins bien retrouvé. J'ai un goût pour le noir d'ivoire, tu vois. Le bleu, pour moi, c'est pas les bleus outre-mer ou cobalt ou manganèse, c'est le bleu indigo. J'ai cherché pourquoi, tu vois, j'ai réussi à trouver. Mais voilà, ce qui fait que nos préférences, on s'appuie là-dessus en espérant que ce soit notre singularité. Ça l'est, mais c'est pas une singularité organique, c'est une singularité culturelle. Ça vient de nos grandes rencontres, de nos mythes fondateurs personnels. Et chacun peut s'interroger et retrouver les raisons de ces mythes. C'est bien, surtout moi qui suis pas un gars qui me retourne facilement, j'ai même assez horreur de ça. Je l'ai fait comme un exercice là pour ces couleurs et on a profit à comprendre d'où on vient. Et justement, à propos de ce livre et les autres que tu as écrits, que tu écris toujours, je trouve que c'est une position singulière que la tienne, parce qu'au départ, on t'a connu comme peintre, ensuite comme sculpteur, et maintenant, c'est plutôt rare qu'un artiste peintre soit écrivain. Non, mais attends, moi je suis un gars agité. Hein. Ça veut dire que je peins la journée, mais je ne peux pas peindre plus de 3-4 heures. Après, quelque chose en moi s'est vidé, je ne peux pas. Ça me fait penser à Julien Schnabel, il peint certes, mais ensuite il fait un film sur son copain Basquiat, et ensuite il fait c'est-à-dire, vous avez besoin de je suis en mouvement, si tu veux, c'est un mode de pensée magique, je suis en mouvement. Et la nuit, j'écris. Je lis, j'écris. Parfois tard, quand je me laisse porter. Donc, en fait, ça impute pas mon travail. Tout ça, c'est en même temps. Tu vois, c'est à la mode en même temps. Et alors, mais ce qui rassure-nous, tu dors un peu la nuit. Ouais, je dors un peu parce que j'aime bien dormir, moi. Mais tu vois, le soir, je lis, j'écris. Je n'écris pas beaucoup, j'écris 2-3 heures, parfois 4. Et le matin, je relis avec le café dans la main gauche et une machette dans la main droite. Parce que la nuit, j'ai du génie. Et je suis le plus grand écrivain de tous les temps. Et le matin, je m'aperçois que c'est pas vrai. En tout cas, voilà, parce que je connais très peu d'artistes. Bon, et je sais que Pierre Alexinsky écrit fort bien, mais il n'a pas. Il y a aussi Jean Dubuffet qui écrit beaucoup mieux encore. Jean Dubuffet est un type, c'est un écrivain, Jean Dubuffet. Je ne sais pas si tu as lu Prospectus et autres écrits suivants. C'est vraiment un écrivain. J'ai beaucoup lu Bazaine. Bazaine. Je me suis beaucoup intéressé aux années 50. Bazaine écrivait fort bien aussi. Mais toi, je trouve que tu as une façon très particulière d'écrire sur l'art. Comme tu ne veux pas l'affronter directement, tu passes par le truchement des histoires. Et donc, on comprend mieux d'ailleurs. Oui,
Oui, parce que d'abord, tu vas pas te mettre à commenter tes propres tableaux, enfin, ou tu es un Tartuffe. Moi, je sais pas à parler de ma peinture, mais je parle de la périphérie. Je reste en périphérie et je brasse tous les trucs qui me sont arrivés, parfois des anecdotes, parfois les courants majeurs, mais je parle pas du cœur chaud. J'en parle pas. Je veux pas m'approcher de ça. Je trouve que c'est pas à moi en tant qu'artiste de le faire. C'est aux autres. D'ailleurs, c'est même pas à moi, tu sais, de dire je suis un artiste. C'est les autres qui te calculent et qui disent ce gars-là, c'est un artiste. Tu vois, c'est pas à toi de t'ériger. Non, tu fais des trucs et puis si ça intéresse les autres, ils te qualifient. Mais moi, j'ai jamais voulu revendiquer au début, et même maintenant, je laisse les autres regarder mon travail et puis le placer là où ils veulent. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous venons chercher une exposition pour amener à Cap-Royan cet été. Et donc, voilà. Je voulais préciser que jamais un tableau qui a été peint ici en 30 ans n'est remonté à Paris, sauf à ce que des marchands ou des collectionneurs les achètent. Autrement, ici, là, il y a une espèce de séquence qui traverse le temps. Vous verrez, il y a des œuvres anciennes, il y a des œuvres même très anciennes, il y a des œuvres récentes qui n'ont jamais été montrées. Donc là, vous fouillez dans un truc un peu alternatif. Regardez-le sous cet angle. C'est une opportunité géographique qui détermine un peu l'exposition qu'on va faire, parce qu'elle traverse le temps. Elle sera sans doute, ça m'étonnerait que vous choisissiez des œuvres de la même année, donc elle sera sans doute générique de mon parcours. Et c'est pour ça que je veux pas m'en mêler. Vous regardez tout ça, vous arrangez ce qui vous paraît bien. Une exposition, c'est la proposition d'un artiste revisité par un œil extérieur. Tu vois, moi je veux pas prendre en charge ça. Et en partie parce que je sais pas le faire. Vous êtes beaucoup plus qualifié que moi. Vous connaissez votre lieu, vous connaissez votre audience, vous savez ce que vous aimez dans mon travail. Allez-y, je vous laisse faire. Eh bien, merci Richard pour cette libéralité, pour nous laisser libre d'exposer quelque chose d'inédit, hein, Oui. et aussi d'évoquer le temps de la peinture, mais aussi le nôtre, humain. Bon. Merci. Alors voilà, merci à vous.